Parmi les palais et les richesses naquit Élisabeth Féodorovna, affectueusement appelée Ella. Sa beauté et sa bonté conquirent tous ceux qui l'entouraient. Mais derrière l'éclat et le luxe, sa vie fut marquée par des épreuves et des défis douloureux. D'une enfance simple et paisible en Allemagne jusqu'aux salles grandioses de la Russie, Ella vécut de grands amours, affronta des pertes profondes et choisit de consacrer sa vie aux soins des autres. Plus qu'une princesse ou une grande duchesse, elle devint un symbole de force, de foi et de compassion. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Ella, une femme qui transforma la souffrance en espérance et laissa un héritage qui traverse les générations. Préparez-vous à plonger dans une vie extraordinaire, remplie de leçons qui résonnent encore jusqu'à nos jours. Le 1er décembre 1864, à Darmstadt, en Allemagne, le palais de Bessungen, enveloppé de la sérénité du sud du Grand-Duché de Hesse, fut témoin de la naissance d'une petite fille qui marquerait l'histoire, Élisabeth Alexandra Louise, appelée affectueusement Ella. Elle naquit au sein de l'une des familles les plus prestigieuses d'Europe. Son père, Louis IV, le futur grand-duc de Hesse, était l'héritier d'une lignée aristocratique millénaire. Sa mère, la princesse Alice du Royaume-Uni, était la fille de la légendaire reine Victoria et du prince Albert, un couple qui symbolisait le pouvoir dynastique européen. Élisabeth fut la deuxième de 7 enfants. Elle reçut son prénom en hommage à Sainte Élisabeth de Hongrie, une ancêtre de la famille de son père. Pendant sa grossesse, sa mère avait visité le sanctuaire dédié à la sainte et fut tellement bouleversée par son histoire de charité et de dévotion qu'elle décida de donner son nom à sa fille. Ce geste, en plus d'être un hommage de foi, reflétait le profond sens de spiritualité et de service qui allait être inculqué à Élisabeth dès sa naissance. Bien qu'elle appartînt à une famille de grand prestige, Élisabeth et ses frères et sœurs furent élevés dans un environnement relativement simple. La princesse Alice suivait les valeurs de sa propre éducation britannique, inspirée par les principes du prince Albert, qui croyait en la discipline, la modestie et la responsabilité. Alice tenait à ce que ses enfants grandissent en comprenant la valeur du travail et de la simplicité. Même en tant que membres de la royauté, les enfants vivaient sous une routine stricte. Ils se levaient tôt pour étudier, accomplissaient des tâches domestiques et apprenaient à coudre leurs propres vêtements. Alors que d'autres jeunes aristocrates grandissaient entourés de domestiques, Élisabeth et ses frères et sœurs faisaient leur lit, mettaient la table pour les repas et participaient aux travaux du jardin. Cette éducation pratique, soigneusement supervisée par la princesse Alice, fut essentielle pour forger le caractère d'Élisabeth. Alice croyait aussi profondément à l'importance de la charité. Très jeune, Élisabeth accompagnait sa mère dans les hôpitaux, les orphelinats et d'autres institutions d'aide aux plus démunis. À ces occasions, elle apprit à valoriser la bonté et l'empathie, des qualités qui deviendraient centrales dans sa vie adulte. Alice insistait pour que ses enfants n'observent pas seulement, mais qu'ils participent activement en offrant leur aide dès qu'ils le pouvaient. Élisabeth grandit entourée de l'affection de ses frères et sœurs. Sa sœur aînée, Victoria, était énergique et extravertie, tandis qu'Ella se distinguait par un tempérament calme et réfléchi. Leur personnalité était contrastée, mais elles partageaient un lien très spécial. Au fil des ans, Élisabeth développa aussi une relation étroite avec ses frères et sœurs plus jeunes, Irène, Ernest, Alix et la petite Marie. La princesse Alice exerça une influence profonde sur Élisabeth. En plus de veiller à l'éducation de ses enfants, elle s'impliquait activement dans les causes sociales et philanthropiques, notamment durant la guerre austro-prussienne de 1866. Élisabeth la voyait rendre visite aux soldats blessés, organiser des secours humanitaires et soutenir les familles des victimes de guerre. Alice était également une femme profondément religieuse. Ses convictions façonnèrent l'environnement dans lequel grandit Élisabeth. Il y avait de longues séances de lecture de la Bible et des discussions sur la morale et les vertus chrétiennes.
Cette base spirituelle fut essentielle à la formation d'Élisabeth. Bien qu'elle fût généralement en bonne santé, elle souffrait parfois de crises de bronchite qui inquiétaient beaucoup sa mère protectrice. Ses problèmes respiratoires étaient aggravés par les hivers rigoureux de l'Allemagne. Alice s'occupait personnellement d'Élisabeth, passant de nombreuses nuits à son chevet. Ces épisodes de maladie rendirent la jeune fille plus introspective et la rapprochèrent encore davantage de sa mère. C'étaient des temps difficiles et la famille dut aussi faire face à des défis extérieurs. La guerre austro-prussienne apporta de l'instabilité au Grand-Duché de Hesse et son impact économique toucha directement la maison ducale. La situation force la famille puis à vivre encore plus modestement, mais Alice y vit une opportunité de renforcer les valeurs de simplicité et de résilience. Dès l'enfance, Élisabeth attira l'attention par sa beauté et son caractère. Ses séjours en Angleterre, auprès de sa grand-mère la reine Victoria et d'autres proches, renforcèrent son image de jeune fille gracieuse et charmante. La reine Victoria, en particulier, la décrivit comme un rayon de lumière, plein de douceur et de bonté. À partir de là, des temps difficiles et tragiques marquèrent la vie d'Élisabeth. Dès l'âge de 9 ans, sa famille subit un premier coup dévastateur. Son jeune frère Friedrich, affectueusement appelé Fritti, né en 1870, souffrait d'hémophilie, une maladie héréditaire transmise par la lignée de la reine Victoria, qui rendait toute blessure potentiellement mortelle. Le 29 mai 1873, alors qu'il jouait au palais, le petit Fritti tomba d'une fenêtre. L'impact provoqua une hémorragie incontrôlable et, malgré les efforts des médecins, il ne survécut pas. La mort de Fritti bouleversa la famille. Alice, sa mère, fut accablée par une profonde culpabilité, et son père, Louis IV, s'enferma dans un silence mélancolique. Élisabeth, enfant sensible et attentive, s'efforça de consoler ses parents et ses frères et sœurs malgré sa propre douleur. Cette expérience la rendit encore plus attentive aux besoins émotionnels de sa famille. Elle commença à assumer un rôle de soutien moral, surtout auprès de sa mère, très affectée par la tragédie. Elle montrait déjà une curiosité intellectuelle et une maturité émotionnelle qui la distinguaient. Elle aimait étudier la musique et l'art, des passions qu'elle partageait avec sa mère. Malgré son jeune âge, on voyait déjà chez Élisabeth une combinaison rare de douceur et de profondeur spirituelle. Son enfance, bien que marquée par la simplicité et la discipline, fut essentiellement heureuse. La vie auprès de ses frères et sœurs, les enseignements de sa mère et un climat de tendresse et d'apprentissage lui offrirent une base solide pour son avenir. Mais personne n'était préparé à ce qui arriva en 1878, quand cette harmonie fut brisée par une tragédie inattendue. Si la mort de Friedrich avait déjà laissé des cicatrices, l'année 1878 fut encore plus sombre. Cette année-là, la famille ducale fut frappée par une épidémie de diphtérie qui toucha presque tous ses membres. Par chance, Élisabeth fut la seule à ne pas tomber malade. Elle fut envoyée chez sa grand-mère paternelle, échappant à l'infection. Mais son absence la laissa impuissante, tandis que sa famille affrontait la maladie. La première à contracter la diphtérie fut sa sœur aînée, Victoria. Puis la maladie se propagea rapidement, atteignant les plus jeunes frères et sœurs, ainsi que son père, Louis IV. Malgré les soins incessants d'Alice auprès de chacun, sa plus jeune fille, la petite Marie, âgée de seulement 4 ans, succomba, mourant le 18 novembre. Alice, épuisée et émotionnellement brisée, fut contaminée à son tour. Accablée par la perte de son enfant, elle eut juste le temps de l'enterrer avant de mourir moins d'un mois plus tard, le 14 décembre 1878, exactement 17 ans après la mort de son père, le prince Albert. La perte de sa mère, Alice et de sa sœur Marie, en si peu de temps, fut dévastatrice pour Élisabeth, qui n'avait que 14 ans. À son retour à la maison, elle trouva une atmosphère méconnaissable. Le deuil pesait lourdement sur la famille, et la jeune fille dut faire face à l'absence de sa mère, ce pilier de sa vie.
Après la mort de la princesse Alice, la reine Victoria, grand-mère d'Élisabeth, prit un rôle plus actif dans la vie de ses petits-enfants de Hesse. Élisabeth et ses frères et sœurs passèrent de longs séjours au Royaume-Uni, où ils trouvèrent un refuge temporaire face au deuil. La reine Victoria nourrissait une admiration particulière pour Élisabeth. Malgré sa rigidité, Ella savait la charmer par sa grâce naturelle et sa maturité précoce. Ces visites renforcèrent les liens d'Élisabeth avec sa famille britannique. À l'adolescence, elle commença à attirer l'attention par son extraordinaire beauté, des traits délicats, des yeux expressifs et une présence magnétique, souvent louée. On la décrivait comme douce, attentionnée et d'une maturité remarquable. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle attire des prétendants. Parmi eux se trouvait son cousin, le futur Kaiser Guillaume II, qui tomba profondément amoureux d'elle. Il lui envoyait des lettres et des poèmes passionnés, tentant de la conquérir. Mais Élisabeth ne partageait pas ses sentiments, un refus qui blessa profondément le futur empereur. Elle reçut plusieurs propositions de mariage, mais resta réservée quant à ses choix, jusqu'à ce qu'apparaisse le grand-duc Serge Alexandrovitch de Russie, frère du tsar Alexandre III. La première rencontre significative entre les deux eut lieu lors d'une visite de Serge à Darmstadt. Il fut immédiatement séduit par la beauté et la grâce d'Élisabeth. Au début, elle ne montra aucun intérêt romantique. Elle le voyait comme une figure distante et réservée, et ses manières formelles ne l'impressionnaient pas. Cependant, après la mort des parents de Serge, d'abord sa mère, l'impératrice Maria Alexandrovna, puis son père, le tsar Alexandre II, en 1881, leur relation changea. Élisabeth, qui comprenait profondément la douleur de la perte, devint pour lui une source de réconfort. Les deux commencèrent à développer un lien plus intime. Après des années de proximité et une affection croissante, Serge demanda une seconde fois la main d'Élisabeth. Cette fois, elle accepta. Les fiançailles furent officiellement annoncées en 1884. La décision d'Élisabeth fut accueillie avec approbation par son père, Louis IV, qui voyait dans le grand-duc un homme digne et capable de la rendre heureuse. La reine Victoria, en revanche, exprima des réserves. Elle s'inquiétait de la réputation de la Russie, considérée comme instable, et de la mauvaise renommée des Romanov en tant qu'époux peu fiables. Élisabeth, cependant, resta ferme dans sa décision. Dans une lettre à sa grand-mère, elle écrivit « C'est un homme gentil et attentionné, et je sens que je peux être heureuse à ses côtés. J'espère que vous comprenez, chère grand-mère, que je suis mon cœur. » En juin 1884, à l'âge de 19 ans, Élisabeth entama une nouvelle étape de sa vie. Elle laissa derrière elle le confort de Darmstadt et les souvenirs de sa jeunesse pour épouser le grand-duc Serge Alexandrovitch de Russie. Cette union marqua non seulement un changement géographique, mais aussi une transformation culturelle, religieuse et émotionnelle. Élisabeth, connue pour sa sérénité et sa grâce, s'apprêtait à affronter les défis de la cour impériale russe, l'une des plus grandioses des et des plus complexes d'Europe. Le mariage fut célébré le 15 juin 1884 dans la chapelle du Palais d'Hiver, à Saint-Pétersbourg, avec toute la pompe et la solennité attendues d'une union dynastique. L'événement réunit des membres de la royauté de toute l'Europe. Au-delà de son mariage avec le grand-duc et de sa transformation en figure de premier plan à la cour russe, Élisabeth partageait un lien unique avec celle qui deviendrait l'une des personnalités les plus controversées de l'histoire de la Russie, sa jeune sœur, Alexandra Féodorovna, la dernière tsarine de l'Empire russe. Toutes deux joueraient des rôles essentiels dans la dynastie Romanov. Et leur lien fraternel resta profondément significatif, même face aux pressions et aux tragédies qu'elles allaient affronter. Lorsque Élisabeth se maria, elle s'installa en Russie et commença à vivre à la cour des Romanov. Son adaptation à cette nouvelle culture et son intégration dans la vie aristocratique russe firent d'elle un modèle pour sa sœur cadette, Alix. Alix rendait souvent visite à Élisabeth à Moscou ou à Saint-Pétersbourg
impressionnée par la vie grandiose que menait sa sœur en tant que grande duchesse. C'est lors d'une de ses visites qu'Alix rencontra Nicolas Alexandrovitch, alors héritier du trône de Russie et neveu de Serge. Nicolas tomba immédiatement amoureux d'Alix et persista à la courtiser malgré les difficultés. Alexandra, cependant, résistait à l'idée d'épouser Nicolas, principalement parce que cela l'obligeait à abandonner sa foi luthérienne et à se convertir à l'Église orthodoxe russe, un changement qu'elle jugeait spirituellement difficile. Élisabeth joua un rôle essentiel en aidant sa sœur à surmonter ses doutes. Elle expliqua que la conversion ne signifiait pas renier sa foi, mais l'élargir. Sa propre expérience de conversion et sa dévotion grandissante à l'Église orthodoxe servirent d'exemple qui influença profondément Alix. Dans des lettres et des conversations privées, Élisabeth encouragea sa sœur à suivre son cœur et à embrasser la nouvelle vie qui s'ouvrait devant elle. Alix accepta la demande de Nicolas et ils se marièrent en 1894. Ainsi, la sœur d'Élisabeth, Alexandra, en épousant le tsar Nicolas II, devint la tsarine Alexandra Féodorovna, assumant un rôle central dans la monarchie russe. Mais revenons à l'histoire d'Élisabeth. Après le mariage, le couple partit en lune de miel dans une propriété aux alentours de Moscou, qu'avait hérité Serge de sa mère, l'impératrice Maria Alexandrovna. Ce lieu devint l'un de leurs refuges préférés au fil des années. L'adaptation à la cour russe ne fut pas facile pour Élisabeth. La grandeur de la cour des Romanov était irréprochable, avec des bals luxueux, des dîners somptueux et des cérémonies marquées par un protocole rigide. La vie à la cour exigeait un équilibre délicat entre une étiquette parfaite et une habileté politique. Pour Élisabeth, élevée dans un environnement plus simple en Allemagne, ce nouveau monde semblait à la fois fascinant et écrasant. La jeune grande duchesse attira rapidement l'attention de tous, non seulement par sa beauté, mais aussi par son comportement réservé et raffiné. Sa maîtrise de plusieurs langues européennes, ajoutée à son désir d'apprendre le russe, l'aida à gagner le respect de la société. Elle se mit à étudier les traditions de l'Église orthodoxe russe, accompagnant son mari lors de cérémonies religieuses et de visites de monastères, approfondissant ainsi sa connexion avec la culture russe. Bien qu'elle ne fût pas obligée d'abandonner sa foi luthérienne, Élisabeth ressentit un appel personnel à se convertir. En 1891, après 7 années de réflexion et de prière, elle embrassa officiellement l'orthodoxie. Sa conversion fut accueillie avec enthousiasme par le peuple russe, qui la considérait comme un symbole de dévotion à la Russie. Mais cette décision suscita de l'inconfort parmi ses proches allemands et britanniques, notamment chez sa grand-mère, la reine Victoria. Élisabeth reçut les critiques avec sérénité, expliquant que son choix était profondément spirituel et non politique. Après sa conversion, elle adopta le nom d'Élisabeth Féodorovna, s'intégrant encore davantage à la société russe. Il y eut beaucoup de spéculations sur la vie intime du couple et sur la raison pour laquelle il n'avait pas eu d'enfant. On parle d'une possible homosexualité de son mari ou de problèmes physiques l'empêchant de consommer leur union. Ce qui est certain, c'est qu'Élisabeth ne montra jamais de mécontentement face à cette situation. Si elle souffrait, elle le faisait en silence, avec une dignité qui touchait ceux qui l'entouraient. Pourtant, la société de Saint-Pétersbourg plaignait cette jeune femme douce et inexpérimentée, mariée à un homme largement connu pour sa sévérité. La grande duchesse gagnait la sympathie par la manière dont elle supportait tout avec grâce et par l'éclat discret de sa présence, même lorsque l'ombre du comportement de son mari pesait sur elle. Serge Alexandrovitch était en effet une figure polarisante. Malgré son apparence imposante, grand, mince, toujours impeccablement vêtu de son uniforme vert sombre, il dégageait quelque chose que beaucoup décrivaient comme inquiétant. Il y avait une rigidité dans ses lèvres fines et une froideur dans ses yeux gris qui intimidaient même ses proches. Ses expressions rarement adoucies semblaient cacher une intensité de colère contenue et de frustration. Les gens disaient on est souvent qu'être en présence du grand-duc, c'était comme marcher sur une surface glacée, craignant qu'elle ne se brise à tout moment. Pourtant,
Il était dévoué à Élisabeth. Il l'adorait, se vantait de sa beauté et ne ménageait aucun effort pour la combler de bijoux étincelants et de symboles de statut. Mais cet amour avait un caractère dominateur. Serge se montrait particulièrement exigeant quant au comportement d'Élisabeth en public. La moindre faute contre les règles strictes d'étiquette qu'il imposait suffisait à provoquer ses réprimandes, parfois devant des tiers. Élisabeth, patiente, répliquait rarement. Elle gardait son calme, acceptant les critiques avec une sérénité que certains voyaient comme une soumission excessive et d'autres comme une force silencieuse. Cependant, Élisabeth commença à trouver sa force dans d'autres domaines. Son travail de charité, surtout auprès des pauvres et des malades, devint une véritable échappatoire. Impliquée dans des activités sociales et religieuses, elle commença à construire sa propre identité, indépendante des exigences de son mari. Son empathie et son dévouement la rendirent chère au peuple, contrastant avec l'image rigide et intimidante du grand-duc. Ainsi, tandis que sa relation conjugale montrait de clairs déséquilibres, Élisabeth trouvait des moyens de cultiver une vie pleine de buts et de sens, quelque chose qui, sans qu'elle le sache, serait crucial face aux épreuves encore plus grandes que l'avenir lui réservait. En 1891, Élisabeth et son mari, qui n'avaient pas d'enfants, adoptèrent leurs neveux Maria et Dmitri Pavlovitch, enfants du frère du grand-duc, Paul Alexandrovitch. La tragédie qui mena à cette adoption fut profondément marquante. La mère des enfants mourut tragiquement en tentant de sauter sur un bateau en marche alors qu'elle était enceinte de Dmitri. Le bébé naquit prématurément et sa survie paraissait improbable. Au lit aux côtés d'Élisabeth, Serge se consacra avec intensité aux soins du nouveau-né, suivant toutes les recommandations médicales. Il lui donnait le bain, le gardait au chaud, faisait tout pour stabiliser sa santé. Il alla jusqu'à écrire dans son journal « Je prends beaucoup de plaisir à m'occuper de Dmitri », révélant l'affection qu'il développa pour son neveu. Des années plus tard, Dmitri deviendrait l'une des figures centrales de l'assassinat de Raspoutine aux côtés du prince Félix Youssoupov. Cette même année, le grand-duc fut nommé gouverneur de Moscou, forçant la famille à s'installer dans la ville. La nouvelle fonction apporta prestige, mais aussi de grandes responsabilités et de nombreux défis. La vie sociale d'Élisabeth commença à briller et sa réputation de bonté et de dévouement se consolida dans cette nouvelle cité. En 1897, le jubilé de diamant de la reine Victoria réunit à nouveau la grande famille à Londres. Ce fut une occasion marquante et émotive, surtout pour Élisabeth, qui voyait en sa grand-mère non seulement la grande monarque, mais aussi une figure maternelle qui avait profondément marqué sa vie. Malgré la grande célébration, la reine sentait déjà le poids de l'âge. Épuisée par les cérémonies et préoccupée par les conflits familiaux, elle commença à montrer des signes de confusion et de tristesse. Le 28 juin, Élisabeth fit ses adieux à sa grand-mère, consciente que ce serait l'une des dernières fois qu'elle la verrait. Elle ne put retenir ses larmes. En tant qu'épouse du gouverneur de Moscou, Élisabeth prit la tête de l'organisation de la Croix-Rouge de la ville. Pendant la guerre russo-japonaise de 1904, elle transforma le palais du Kremlin en un centre de travail, supervisant des centaines de femmes de toutes les classes sociales qui emballaient des fournitures pour les soldats. Toujours vêtue simplement, son travail infatigable et son dévouement firent d'elle un exemple de leadership et de charité. Au début du XXe siècle, la Russie traversait une période d'instabilité sociale et politique intense. La révolution industrielle avait généré de profondes inégalités économiques, tandis que la défaite face au Japon avait accentué le mécontentement populaire. Grèves, protestations et attentats devinrent fréquents et les figures liées au régime tsariste se transformèrent en cibles pour les groupes révolutionnaires. Serge Alexandrovitch, en tant que gouverneur général de Moscou entre 1891 et 1905, était une figure controversée. Ses politiques rigides, comme l'expulsion des Juifs de Moscou et la répression des mouvements étudiants, firent de lui un symbole d'oppression pour beaucoup. Il avait démissionné en janvier 1905,
mais restait perçu comme l'un des piliers du régime tsariste. Cette perception fit de lui une cible des révolutionnaires. Bien qu'il fût conscient du danger, le grand-duc refusait toute protection supplémentaire et se déplaçait sans garde du corps. Il pensait que prendre des précautions excessives serait un signe de faiblesse. Élisabeth, elle, craignait constamment pour sa sécurité et le conseillait souvent d'être plus prudent. Le 4 février 1905, Élisabeth Féodorovna se dirigeait vers ses appartements du palais, où elle vivait avec son mari et leur neveu, lorsqu'une explosion soudaine secoua tout le bâtiment, brisant les vitres des fenêtres. Élisabeth sut immédiatement que ce qu'elle redoutait le plus, et que son mari pressentait déjà, venait de se produire. Pendant des années, il lui avait interdit de voyager dans la même calèche que lui, conscient de la haine qu'une grande partie de la population de Moscou lui vouait. Sans attendre de nouvelles, ni même le temps d'enfiler un manteau contre le froid glacial de l'hiver, Élisabeth dévala les escaliers en courant, guidée par la fumée et l'odeur de poudre jusqu'au lieu de l'explosion. Là, elle trouva la calèche de son mari complètement détruite. Les seuls vestiges étaient les corps mutilés des chevaux. Les gardes, désespérés, tentèrent de couvrir les restes du grand-duc avec leurs manteaux. Mais il était déjà trop tard. La scène était déchirante. Saisie par la douleur, elle tomba à genoux dans la neige tachée de sang, alors qu'une foule commençait à se rassembler. Soldats et policiers fouillaient les alentours, cherchant à capturer l'auteur de l'attentat. Ce matin-là, le grand-duc avait quitté la maison l'air préoccupé, mais il avait assuré à son épouse qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il savait que sa position en faisait une cible constante. Sa politique sévère et sa loyauté inébranlable envers le tsar Nicolas II lui avaient valu d'innombrables ennemis. Même au milieu de la douleur la plus profonde, Élisabeth fit preuve d'une compassion admirable. Le même après-midi, elle alla rendre visite au cocher de la calèche, qui avait survécu, mais était grièvement blessé. Lorsqu'il la vit, il demanda avec difficulté « Comment va votre mari ?» Avec délicatesse, elle se ressaisit, lui prit la main et répondit « C'est lui qui m'a envoyé vous voir. » Elle resta à ses côtés jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Quelques jours après l'attentat, Élisabeth prit une décision surprenante. Aller voir l'homme responsable de l'assassinat de son mari. Ivan Kaliaïev, arrêté immédiatement après l'attaque, était détenu dans une cellule à Moscou. Élisabeth demanda au tsar Nicolas II la permission de rencontrer le prisonnier. Le tsar accepta. Elle entra dans la cellule en portant un petit évangile. Elle ne montra ni colère ni ressentiment. Au lieu de cela, elle demanda calmement à l'assassin pourquoi il avait pris la vie de son mari. Kaliaïev répondit qu'il avait tué le grand-duc parce qu'il le considérait comme un symbole de la tyrannie. Même profondément blessée, Élisabeth lui adressa des paroles de compassion. Elle lui demanda de se repentir de ses actes et d'accepter le pardon de Dieu. Mais il répondit « Non, je ne regrette rien. Je dois mourir pour mon acte, car ma mort sera bien plus utile à ma cause que celle de votre mari. » Élisabeth alla jusqu'à supplier le tsar Nicolas II d'épargner la vie de cet homme, mais sa demande fut rejetée. Kaliaïev fut condamné à mort par pendaison et déclara au juge « Je suis satisfait de votre sentence. J'espère que vous m'exécuterez aussi ouvertement et publiquement que j'ai exécuté la sentence du Parti socialiste révolutionnaire. Apprenez à regarder en face la révolution qui avance. » Kara Iskut. La tragédie transforma profondément la grande-duchesse. Ébranlée par l'explosion qui avait réduit son mari en morceaux, elle décida de ne plus jamais manger de viande ni de poisson. Elle divisa les bijoux que le grand-duc lui avait offerts en 3 parties, une pour ses neveux Maria et Dmitri, une autre rendue à l'Empire et la dernière vendue, dont l'argent fut donné à des œuvres de charité et à la fondation du couvent de Marthe et Marie à Moscou. Elle se mit à visiter fréquemment le couvent, toujours vêtue de deuil. À partir de ce moment, elle consacra sa vie à la prière et à la charité. Elle ne fréquenta plus jamais la haute société de Saint-Pétersbourg. Après la mort de son mari et son entrée définitive dans la vie religieuse, elle s'éloigna complètement du monde qu'elle avait connu. Elle rendait rarement visite à sa sœur Alexandra, la tsarine. En 1910, elle prit la décision de rejoindre définitivement
la communauté du couvent de Marthe et Marie, abandonnant tout ce qui lui restait de son ancien statut, y compris vêtements et bijoux. Même son alliance de mariage ne fut pas conservée. Au couvent, elle vivait dans une petite chambre avec des meubles blancs et simples. Elle dormait sur un lit de bois sans matelas, avec seulement un oreiller dur. Elle choisissait toujours les tâches les plus difficiles, se consacrant aux malades et aux nécessiteux. Quand un patient mourait, Élisabeth passait toute la nuit à prier à ses côtés, selon les coutumes de la foi orthodoxe. Après avoir rejoint la communauté, elle quitta Moscou à de rares occasions. Parmi celles-ci, sa participation aux célébrations des 310 ans de la dynastie Romanov en 1913 et en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, elle travailla aux côtés de sa sœur Alexandra, organisant des actions d'aide pour les soldats blessés. Lorsque la révolution russe éclata en 1917, l'œuvre d'Élisabeth fut brutalement interrompue. Ses liens avec la famille impériale Romanov firent d'elle une cible politique et religieuse dans un moment où l'aristocratie et les alliés du tsar étaient considérés comme des ennemis du nouveau régime. Même face à l'adversité, elle resta fidèle à sa foi et à sa mission, gardant la dignité et la compassion qui avaient marqué toute sa vie. Mais le nouveau climat politique se montrerait impitoyable avec ceux associés à l'ancien régime. Et elle devait affronter le destin tragique qui attendait tant de membres de la famille impériale. Bien qu'elle fût physiquement éloignée du centre des intrigues politiques et de la cour impériale, elle n'était pas à l'abri des conséquences de la révolution. Les bolcheviks considéraient tous les membres de la famille Romanov comme des symboles de l'ancien régime, indépendamment de leur implication politique ou sociale. Pourtant, Élisabeth refusa de quitter Moscou et de chercher refuge hors de Russie. Elle croyait que sa mission était de continuer à aider les nécessiteux, même en temps de grand danger. En 1918, les bolcheviks commencèrent à arrêter les membres survivants de la dynastie Romanov. En avril de cette année, Élisabeth fut arrêtée dans son couvent, accusée d'être une ennemie du peuple. Les sœurs tentèrent de la protéger, mais elle insista pour accepter son destin avec calme et dignité. Elle fut emmenée sous garde et envoyée à Alapaïevsk, une petite ville dans l'Oural, où elle fut détenue avec d'autres membres de la famille Romanov et leurs proches. Parmi eux, le grand-duc Serge Mikhailovitch, les princes Ivan, Igor et Konstantin Konstantinovitch, ainsi que Vladimir Palais. Les conditions de détention étaient extrêmement précaires. Dans la nuit du 18 juillet 1918, dans une mine abandonnée et isolée, le destin d'Élisabeth Féodorovna et de ses compagnons de captivité fut scellé de manière brutale. Après avoir été violemment battus, ils furent jetés un à un dans l'obscurité du puits. Malgré une chute d'environ 20 mètres, Élisabeth et la plupart des autres ne moururent pas immédiatement. Selon des témoignages recueillis plus tard, des chants et des prières furent entendus venant du fond de la mine pendant les premières heures après l'attaque. Parmi les prisonniers, seul l'un d'eux mourut sur le coup. Élisabeth, blessée, mais encore vivante, s'efforça de soigner les survivants comme elle le pouvait. Voyant qu'ils n'étaient pas morts, les gardes lancèrent des grenades dans la mine pour achever le massacre. Malgré cela, certains résistèrent à la première explosion, prolongeant leur agonie. Finalement, les bolcheviks recouvrirent l'entrée de la mine de terre et de décombres, laissant les corps, vivants ou morts, ensevelis dans l'oubli. L'exécution d'Élisabeth et des autres fut le reflet de la haine croissante envers l'aristocratie et de la répression impitoyable exercée contre ceux associés à l'ancien régime tsariste. Même une religieuse dévouée ne fut pas épargnée. Sa foi et son travail inlassable auprès des pauvres ne suffirent pas à la protéger d'un régime qui voyait toute connexion avec la monarchie comme une menace. Lénine célébra même sa mort, déclarant « La vertu couronnée est un ennemi plus grand de la révolution mondiale que 100 tsars tyranniques. » Quelques mois plus tard, lorsque l'armée blanche reprit la région durant la guerre civile, les corps furent extraits de la mine. Élisabeth fut retrouvée encore vêtue de son habit de religieuse, les mains marquées par les tentatives de panser des blessures et de soigner les autres. À ses côtés reposait Barbara Yakovlevna, la fidèle sœur qui l'avait accompagnée jusqu'au bout.
Les soldats de l'armée blanche organisèrent le transfert de leurs dépouilles hors du pays. En 1921, le corps d'Élisabeth fut transporté à Jérusalem, où elle fut inhumée dans l'église Sainte-Marie-Madeleine, au Mont des Oliviers, un lieu qu'elle avait elle-même contribué à bâtir des années auparavant en mémoire de la mère de son mari, l'impératrice Maria Alexandrovna. Élisabeth fut canonisée comme martyre par l'église orthodoxe russe hors frontières en 1981, et plus tard par l'église orthodoxe russe en 1992 après la chute de l'Union soviétique. Lors de sa canonisation, elle fut célébrée comme une nouvelle martyre, une femme qui, en des temps de grandes tourmentes, fit preuve d'une foi inébranlable et d'une compassion divine. Le couvent de Marthe et Marie, fermé par les bolcheviks, fut restauré après la chute du régime soviétique. Il continue aujourd'hui de fonctionner comme centre spirituel et caritatif, honorant l'œuvre d'Élisabeth. Sa vie inspira des monuments, des institutions et des ouvrages qui mettent en lumière son dévouement à l'amour chrétien et à la dignité humaine. L'héritage d'Élisabeth Féodorovna demeure un rappel puissant. Même dans les temps de grande adversité, la bonté et la spiritualité peuvent triompher, inspirant des générations à rechercher le bien, même lorsqu'elles sont confrontées au mal.